Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bahar Seviz. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci à vous. Alors, racontez-moi Bahar, comment et pourquoi vous êtes devenue avocate? Alors, je suis devenue avocate parce que je pense que la profession m'a choisie. J'ai un parcours très, très atypique. Je suis issue d'abord d'une licence AES, Administration économique et sociale. Qu'est-ce qui fait que vous étiez allée en licence AES? Parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais un niveau... donc, je suis issue, on va aller encore un peu plus loin, d'un bac sciences médico-sociales, donc d'un bac technologique qui ne s'appelle plus sciences médico-sociales, mais qui prépare, donc c'est un cursus qui prépare les étudiants, les lycéens aux professions paramédicales, donc concours, examen d'infirmière, sage-femme et ce cursus-là. Comment vous vous étiez retrouvée dans ce cursus? Parce que sortie du collège, je voulais être médecin. Et sciences médico-sociales, ça sonnait médecine. Donc totalement, je me suis plantée d'orientation. J'avais pas cherché à être accompagnée par une conseillère. Je me suis dit, ça sonne bien, ça a l'air d'être pas trop mal, sciences médico-sociales. Et finalement, je me suis très vite rendu compte en seconde que c'était pas la filière qui correspondait à ce à quoi j'aspirais à l'époque. Mais j'avais pas envie de louper d'année. Donc je me suis dit, bon, je termine mon bac et on verra, étant donné que le cursus filière fac était ouvert, peu importe l'aspect au bac, je me dis je rattraperai à ce moment-là. Ouais. Et donc vous commencez en licence AEA, donc vous laissez complètement derrière vous le médical et le paramédical. Totalement. Donc le temps du lycée, c'est quelque chose qui vous a abandonné? Exactement. Et du coup, AES, la licence AES, c'est administration économique et sociale, et les matières principales sont le droit et la compta. Donc une filière un peu pluridisciplinaire qui ouvre, qui est peut-être un peu trop généraliste. Donc aujourd'hui sans regret, parce que j'ai eu énormément d'apports de part du fait d'avoir réalisé ce cursus. Mais donc après avoir finalisé ma licence AES, administration économique et sociale, le dernier semestre de la troisième année, c'était un stage. Donc c'était 6 mois de stage. Donc j'ai réalisé mon stage au sein d'une société de gestion de gestion de patrimoine. Et donc, ils m'ont proposé un poste tout de suite à l'obtention de ma licence. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas, conseiller en gestion de ils recrutaient plutôt niveau master. Donc, j'ai saisi l'opportunité professionnelle. J'ai travaillé en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, spécialisée en défiscalisation immobilière. Donc j'étais très jeune, mais j'étais dans la vie active. Mais oui, vous aviez quoi? Vous aviez 22 ans? Oui, 22 ans, tout à fait. Fou. Donc c'était une super expérience, j'ai énormément appris, mais au bout de 2 ans, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et j'avais envie de reprendre les études. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de reprendre les études? Il y a eu un peu un déclic ou c'est... Pas forcément un déclic, mais l'envie, la soif d'apprendre. Finalement, parce que quand j'avais intégré la fac, c'était pour faire plutôt des longues études, et le fait de m'arrêter à la licence, même si on continue à apprendre sur le terrain, j'avais un goût comme d'inachevé, j'avais envie de continuer, de poursuivre des études. Vu que je n'aimais pas spécifiquement la compta, je me suis dit, le droit, j'aimais bien, et j'étais plutôt douée. J'avais plutôt des bonnes notes à l'époque. Donc, je me suis dit, je vais rattraper une filière plutôt orientée juridique. Donc, j'ai intégré la 3e année de droit directement, donc, étant donné que j'étais diplômée d'une licence. J'ai énormément travaillé le premier semestre parce que en intégrant 3e année, j'avais pas du tout fait droit administratif, j'avais pas forcément les bases. Les cours en droit en AES n'étaient pas du niveau d'un cursus classique juridique. Donc j'ai énormément travaillé et j'ai malheureusement loupé mon premier semestre de ma licence. Et donc du coup le deuxième un peu abandonné parce que j'avais déjà eu une expérience professionnelle, un sentiment presque d'échec.
Donc j'ai pas abandonné ma 3e année de droit, mais j'ai travaillé de manière plus pratico-pratique. Et finalement, ça m'a réussi. Ouais. Donc j'ai validé mon 2e semestre de la 3e année de droit. Et à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais je pense, on pouvait compenser. Donc j'avais eu une telle moyenne qui me permettait de compenser mon 1er semestre que j'avais loupé. Et donc, j'ai obtenu ma licence en droit. J'étais intéressée, je m'orientais plus vers le droit des affaires. Donc, j'ai intégré un master 1 en droit des affaires, donc à Montpellier. Surtout l'envie de partir, étudiante, jeune, envie de changer de ville. Donc, j'ai fait mon master 1 à Montpellier, donc une ville étudiante. C'était une super expérience, un master avec des profs extraordinaires. Et du coup, j'ai eu une proposition d'emploi à l'issue de mon master 1. Encore, voilà. Donc ça pleut, il pleut des propositions d'emploi. Exactement, j'ai eu énormément de chance. Donc j'ai intégré une entreprise, une société qui était spécialisée dans la stratégie d'entreprise, donc en qualité de juriste. Donc on faisait que des opérations de restructuration juridique. Et comment vous les aviez croisés? Du fait d'avoir eu une expérience professionnelle avant, j'avais déjà un réseau de professionnels et donc j'ai été démarchée par ce cabinet parce qu'on avait déjà collaboré auparavant quand j'étais conseillère en gestion de pattes. Voilà. Et vous vous retrouvez un petit peu à faire de l'exercice illégal de la profession d'avocat puisque... J'étais juriste, on faisait que du conseil, c'est des entreprises, c'est un cabinet d'expertise comptable avec un département stratégie d'entreprise et donc j'étais vraiment, on rédigeait des actes juridiques du coup sur le volet stratégie des opérations de restructuration. C'est la fameuse ligne grise totalement sur laquelle surfent les cabinets d'expertise comptable. Exactement. Et comment ça se passe justement cette expérience cette fois? Très très bien, encore une fois, super expérience professionnelle avec un PDG qui était extrêmement exigeant, mais que je remercie fortement aujourd'hui parce que j'ai énormément appris. C'était quelqu'un de très stressé. Si je lui enverrai cet échange, parce qu'on est encore en relation et on collabore encore, et donc j'ai appris à gérer un stress, un énorme stress, de passer de dossier en dossier, de gérer plein de clients, d'avoir cette de jongler intellectuellement finalement. Et après Et donc là vraiment la mission c'est on est un cabinet d'expertise comptable, on a nos clients et puis parfois même souvent on souhaite à ses clients la situation de l'entreprise évolue et ça vaut le coup de changer de statut, changer l'organisation pour... Exactement, même au-delà, parce que cette société était spécialisée, elle est toujours d'ailleurs spécialisée dans les entreprises de transport, et donc on faisait vraiment des opérations de croissance externe. Donc étant donné qu'ils étaient spécialisés dans les entreprises de transport, ils avaient un réseau, ils savaient qui voulait vendre, céder sa boîte, et qui voulait éventuellement agrandir, passer en croissance externe. Donc on faisait le lien entre toutes ces sociétés. Donc c'était une technicité, le droit des transports, c'est une matière très technique. Donc il y avait une technicité juridique qui était très intéressante. Donc j'ai énormément appris. Ouais. Et vous êtes resté combien de temps? Je suis restée 2 ans. 2 ans encore. 2 ans encore. Et là, à nouveau la bougeotte. Et là, voilà, envie de changer de ville cette fois-ci, postuler donc tout ça, à Strasbourg. Strasbourg, voilà. Et donc là, envie de changer de ville, plutôt postuler dans des gros cabinets parisiens, garder le statut de juriste, pas forcément. J'ai jamais imaginé être avocate. Ouais, pourquoi est-ce que vous postuliez en gardant le statut de juriste? Vous aviez envie de devenir avocate? Vous en aviez? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Vous voyez pas ça comme un frein ou le fait de rester juriste comme un frein ou... Pas du tout. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'être avocate. Et c'est en cherchant des offres d'emploi donc sur Paris du coup, j'ai constaté qu'ils demandaient même pour des postes de juriste, donc de conseil à proprement parler, le CAPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et là je me suis dit il faut que je présente cet examen. Si je veux aller à Paris, il faut que j'ai le CAPA. Exactement. Et pourquoi envie d'aller à Paris? Grande ville, envie de faire les grands cabinets,
Alors qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas du tout et que je ne pourrais pas vivre à Paris. Je sais pas. Vous aviez envie de cette expérience. Exactement. Expérience parisienne, sans doute. Et donc, en constatant qu'il fallait obtenir que le CAPA était un prérequis pour ces postes-là, donc je me suis inscrite à l'examen d'entrée à l'école d'avocat. J'étais en poste. Du coup, j'étais encore en poste. Donc, je faisais des vous l'avez passé en régime salarié ? Non, j'ai pas passé en régime salarié, donc juste un mois avant, parce qu'on avait, alors de mémoire, je crois que c'était au mois de septembre, les écrits, si je dis pas de bêtises, c'est soit septembre, soit octobre. À partir du mois d'août, j'ai commencé à aller à la bibliothèque après mes heures de travail, donc je retrouvais un rythme d'étudiante, mais plutôt en fin de journée, voire soirée. Et je me suis très vite rendu compte que j'étais à côté de la plaque. Enfin, je baignais dans la vie professionnelle, dans un monde juridique, mais que j'étais détachée du système universitaire. J'allais vous dire, vous étiez tranquille de vous êtes mise au mois d'août pour le mois de septembre. Totalement. Et en toute franchise, le premier jour, je crois, je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée ? Mais à quel moment je me suis imaginé qu'il était possible de réussir un examen qui se prépare, qui est un examen qui est pas simple aujourd'hui. Et donc je me suis dit maintenant je vais le présenter. Et figurez-vous que j'ai majoré des matières à l'écrit. Wow. C'était alors que j'ai jamais eu un cursus universitaire, j'ai jamais été major de promo auparavant, mais j'ai majoré la note de synthèse. Donc du coup, mes expériences professionnelles m'ont aidé à surmonter cette épreuve qui est très difficile pour les étudiants en droit qui ont du coup l'habitude, qui n'ont pas l'habitude de synthétiser en fait et d'aller à l'essentiel. Et du coup, vu que moi j'étais déjà dans le monde professionnel et que j'ai très vite compris que le client n'avait pas forcément besoin qu'on lui raconte toute l'histoire derrière la conclusion qu'on a tirée de son dossier. Exactement, et qu'il avait besoin d'une réponse et que moi j'avais déjà cet esprit pratico-pratique. Donc du coup, j'ai majoré la note de synthèse et j'ai majoré le droit des obliques parce que pareil, j'étais dans le contractuel, dans les accords. Donc j'ai réussi les écrits. Du coup, les oraux se sont très bien passés aussi. Et donc du coup, j'ai décidé, mais encore une fois, j'étais en poste, j'avais pas encore démissionné. Et donc, on a intégré l'école l'ERAJ, donc l'école des avocats, je crois que c'était en janvier, si je dis pas de bêtises. Et arrivé à l'école, mais moi, dans ma tête, je vais à l'école des avocats, mais je veux juste mon CAPA et je vais postuler à Paris et je vais continuer. Donnez-moi le bout de papier. C'était à peu près ça, vraiment. Vraiment, je me dis, mais donc j'arrive le premier jour dans un petit amphi et là, le bâtonnier de l'époque, notre confrère Créange, porte son discours et c'est là que je réalise. Je me dis, mais waouh, c'est un beau métier. Enfin, c'est assez extraordinaire, mais j'avais jamais réalisé. Vraiment, le sens le sens et l'essence même de la profession. En fait, pour vous, c'était un moyen de faire du droit des entreprises, d'être juriste d'entreprise dans certains cabinets qui recrutaient pas sans le CAPA. Exactement. Mais vous étiez jamais interrogé vraiment sur la profession d'avocat, ce qu'il y a derrière. Exactement, pas du tout. Et là, je me dis, mais waouh. Et je me suis rendu compte que c'est quand même la seule profession où on intervient pour le compte d'eux. On représente les intérêts d'eux. C'est quand même très représentatif et c'est très symbolique. Ma personnalité fait que je suis animée par le sentiment de justice, forcément. Enfin, c'est quelque chose qui me prend par les tripes. Mais le besoin de défendre des causes m'avait jamais traversé l'esprit. Je le faisais sans doute inconsciemment auparavant. J'ai toujours exercé de manière loyale, peu importe la profession. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je dispense des cours depuis très très longtemps, depuis l'âge de 16 ans. Oui. Mon premier étudiant était en primaire et moi, avec mon niveau d'études, le niveau d'études de mes étudiants a augmenté. Donc j'ai toujours été animée par la volonté de transmettre. Et c'est quelque chose, du coup, dans la profession d'avocat, qu'on retrouve énormément. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh, c'est un super beau métier, mais oui, en fait, mais oui. Et il en pensait quoi, votre employeur, à l'époque ?
Ah mais lui, quand j'ai démissionné, quand j'ai décidé d'arrêter, il en revenait pas. Il a dit mais non, tu reviendras. Je vais utiliser, il se reconnaîtra ses propos. Il a dit les avocats crèvent de faim, c'est une profession qui est difficile. Tu reviendras. Beaucoup d'avocats raccrochent la robe. Je te laisse 1 an, tu reviendras. Je dis non, je reviendrai pas. Et du coup, donc je suis pas revenue. Effectivement, mais on a de très très bonnes relations. Voilà, okay. Donc j'ai terminé mon cursus à l'ERAGE et du coup je me suis tout de suite installée. Ouais. Et vos stages, vous les avez faits au sein du coup le premier peut-être au sein du cabinet où vous étiez. Exactement, le PPI, tout à fait. Et le stage final? Le stage final en cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires. Ok. À Paris? Non, à Strasbourg. Donc en fait, Paris, ça a été un moteur, une étincelle éphémère. Exactement, ouais. Exactement. Je n'ai plus jamais songé m'établir, exercer, même, après avoir décidé d'exercer la profession d'avocat, je me suis jamais imaginé m'établir ou exercer la profession à Paris. Donc c'était vraiment un moyen qui m'a conduit, qui nous a rapprochés avec cette profession. Et vous vous installez, vous dites tout de suite après avoir prêté serment? Exactement. Alors ça, c'était encore une fois. Du coup, en 1 an et demi, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous passez le CAPA vous passez le CRFPA pour pouvoir devenir juriste en cabinet d'avocat dans certains types de grosses structures à Paris. Exactement. Puis finalement non. En tout cas, vous avez le CRFPA. Puis en fait, il se trouve que votre stage vous le faites dans une structure à Strasbourg. Totalement. Et qu'à la fin, même pas de départ à Paris. Rien. On s'installe. Exactement. Alors à la fin, dernier mois à l'ERAGE, un des intervenants des confrères qui est ami aujourd'hui, me dit bon alors qu'est-ce que tu vas faire? T'as postulé chez qui? Je lui dis Eric, je vais m'installer. Il me regarde, il me dit mais pardon. Mais n'importe quoi. Exactement, d'un air, mais on marche sur la tête. Et là, il me dit mais t'as ta famille, ton père est avocat, tu vas reprendre une clientèle, un portefeuille. Je dis non, pas du tout, rien à voir. Personne n'est issu du milieu juridique dans mon entourage. Et il me dit mais t'as 50 000 euros. Alors, en rigolant, je lui dis mais non, je suis étudiante, j'ai rien. Il me dit mais c'est suicidaire. Et là, je lui dis non, mais regarde, je vais m'installer, j'ai plein d'idées dans la tête, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Et là, il m'a regardé, il m'a dit écoute, t'es une bosseuse. Parce que je pense que c'est une de mes qualités. Je travaille beaucoup. Il m'a dit t'es une bosseuse. Tu es techniquement bonne. Je suis plutôt pas trop mal. Et il m'a dit tu as l'envie d'entreprendre et tu sais prendre des risques. Il m'a dit fonce. J'ai dit mais oui, j'ai rien à perdre en soi. Au pire, je lui ai dit mais Eric, j'aurais pas moins d'argent. Exactement. Au pire, je m'installe. Ça marche pas. Je recherche une collab en fait. Et du coup, en cherchant à m'établir, donc en cherchant une sous-location, j'ai eu l'occasion juste de remplacer une consoeur qui était en congé mat pour un confrère que j'apprécie énormément. J'ai fait 2 ou 3 mois peut-être de collaboration et finalement, je suis restée en sous-location dans ces bureaux-là. Ok. Et c'était quoi le plan? Le plan, c'était... Avant le plan, c'était quoi toutes ces idées dont vous aviez fait part aux confrères? J'avais déjà plein d'idées, donc dans cette logique de ça va aller, j'ai plein d'idées. Qu'est-ce que vous aviez dans la tête? Mes idées, c'était de pouvoir me rapprocher de cabinets d'expertise comptables qui, pour certains, n'ont pas de service juridique, mais qui sont quelque part, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais, que je pense que je l'imagine toujours. Ils sont quand même les premiers interlocuteurs des chefs d'entreprise, et ils ont une visibilité qu'un avocat n'a pas. Et donc, le chef d'entreprise qui a une problématique ou qui des fois n'est pas conscient qu'il y en a une, l'expert comptable a cette visibilité sur cette société et peut orienter ou recommander. Donc l'idée c'était de créer un réseau. Je connaissais déjà, j'avais baigné dans un cabinet d'expertise comptable. Il y avait à l'époque dans ce cabinet des mémorialistes, donc des experts comptables stagiaires qui eux du coup sont partis et chacun s'est installé, avec qui on
a gardé de super relations. Donc, je me suis très vite retrouvée entourée de plusieurs experts comptables qui avaient besoin de mes prestations, de mes conseils juridiques. Donc, et vous interveniez pour eux en sous-traitant, si vous envoyiez les dossiers, ou comment ça se passait? C'était aléatoire, pour certains en sous-traitance, d'autres ils recommandaient, ils envoyaient directement les dossiers, avec d'autres on faisait les rendez-vous ensemble. L'idée c'était, je ne voulais pas être entre guillemets maquée à un cabinet d'expertise comptable. Je travaillais avec plusieurs, pas jusque-là, mais avec plusieurs experts comptables. Mais plusieurs, ça peut être beaucoup, donc le mystère demeurera. Exactement. Donc, j'avais ce volet expert comptable. Je continuais. Du coup, j'ai commencé à dispenser des cours à l'école supérieure de la banque en droit bancaire. Mm-hmm. Donc, j'avais ce réseau. Vous aviez fait du droit bancaire? Oui, en master. Un master. Et donc, du coup, le fait d'avoir ce réseau, parce que les intervenants à l'école supérieure de la banque ne sont quasiment que des professionnels de la banque. Et donc, d'avoir un réseau de banquiers pros, donc qui eux aussi sont en contact et interlocuteurs privilégiés d'un chef d'entreprise, m'a permis. Enfin, j'ai tout de suite j'ai toujours prôné l'interprofessionnalité et l'importance du réseau. Et donc tout de suite, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place et je pense avoir réussi. Ouais. Au bout de combien de temps justement ce réseau a frémi de façon à envoyer des dossiers? De manière très très rapide, parce que je me suis installée en ayant cette confiance en fait. Et donc au début c'était un petit peu de sous-traitance. Au bout de 6 mois d'installation, j'ai réussi à embaucher un assistant juridique qui est en alternance, mais qui était avec moi. Donc et très vite on a grandi. Donc un collaborateur, 2 collaborateurs, 3 collaborateurs, changé de bureau. Enfin finalement l'acharnement, parce que c'était de l'acharnement, je travaillais énormément, 7 sur 7, pas d'heure. Mais racontez-moi. Donc en fait, déjà, il y a cette phase où vous vous installez, vous dites, le plan, c'était de m'entourer de ces experts financiers autour des entreprises, donc les experts comptables, les banquiers, effectivement, auxquels vous aviez accès via cette école de la banque. C'est que des gens que vous connaissiez déjà, ou c'est des gens avec qui vous avez pris contact aussi ex nihilo? Non, c'est des personnes que je connaissais ou les personnes que je ne connaissais pas sont arrivées sur recommandation. Okay. Je n'ai fonctionné jusqu'à présent, les 6 derniers mois-là, que sur recommandation. Exactement, que client soit partenaire, soit client directement. Et finalement, oui, au début c'est difficile, mais un client satisfait, il en ramène d'autres. Exactement. Et vous dites qu'au bout de 6 mois, vous avez pu dégager de quoi embaucher un alternant, assistant juriste en alternance pour vous épauler. Pour vous, quel a été le moment où vous vous êtes dit, là, ça vaut la peine que j'investisse? Enfin, là, c'est le moment. Exactement. Je ne sais pas si financièrement, j'avais l'assise pour le faire. C'est juste que j'ai réussi à prendre... J'ai pris le risque de le faire parce que je perdais... Pour moi, c'était une perte de temps. J'estimais que je devais me concentrer sur le fond, sur le relationnel, parce qu'il y a un côté administratif, tous les confrères le diront lorsqu'on s'établit, lorsqu'on s'installe, un côté administratif à gérer qui est très très important. Et du coup, ça, je me suis dit, ça, je peux me faire aider, être accompagnée, à travailler en équipe, mais du coup, pour que moi, je puisse me dégager plus de temps. Et ça a toujours été ma vision. Plus je me dégageais du temps pour développer, plus on réussit à développer. Ouais. Donc c'était pas forcément une assise financière, c'était pas j'ai réussi, j'ai une visibilité sur 2, 3, 6 mois ou une visibilité de chiffres, mais plutôt des objectifs et une stratégie et une prise de risque. Je pense que c'est très important de réussir à... Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que je suis en lien avec pas mal d'avocats individuels ou dans des cabinets mais qui ont une pratique très individuelle et où ça tourne bien et ils hésitent à recruter, ils osent pas, ils se disent oui, mais est-ce que la visibilité, le truc, le machin, alors que leur activité tourne déjà bien. Donc voilà. Et je pense que c'est effectivement,
L'élément déclencheur, c'est la prise de risque, c'est la capacité à se dire, faire le pari que ce sera absorbé, quoi. Absorbé. Et en soi, et ça dépend de ce qu'on veut, en fait. Moi, j'ai tout investi dans mon entreprise, dans mon cabinet. Je voulais grandir, je voulais augmenter mon équipe pour pouvoir absorber plus de dossiers. Enfin, c'était ma stratégie, c'était même votre objectif, c'était d'avoir un cabinet qui grossit. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que tout le monde n'a pas forcément envie de ça, parce que qui dit plus de collaborateurs dit plus de charges, qui dit plus de charges dit plus de responsabilités, qui dit plus de collaborateurs dit plus de clients, qui dit plus de clients dit plus de responsabilité. Encore une fois, on n'a pas forcément envie de ça. Donc moi, c'était mon objectif, et donc du coup, je me suis donné les moyens, parce que j'ai très vite aussi compris mes limites. Moi, je peux travailler 7/7, je peux travailler 15-16 heures par jour, mais je peux pas faire plus. À un moment donné, j'ai besoin de dormir un tout petit peu. Ouais. Et seul, on ne peut pas, enfin, tant en termes de chiffres que de dossiers à traiter, on a une limite, limite haute. Et donc, si on n'arrive pas à s'entourer d'une équipe, on maintient. Notre objectif peut être de maintenir un train de vie, pour maintenir peu importe, mais ça ne va pas au-delà. Et vu que je pense que je suis une femme de projet, j'ai besoin d'avancer. Et donc, voilà, toujours des nouveaux challenges. Et c'est ce qui a animé, je pense, ce qui m'anime, ce qui a animé le développement de mon cabinet. Oui. Et donc, au bout de 6 mois, vous embauchez ce premier assistant. Oui. Ça se passe bien ? Très bien. Très très bien. On travaillait donc j'étais en sous-location, on travaillait dans un petit bureau, tout petit bureau dos à dos, mais vraiment dos à dos. On avait 2 bureaux comme ça. Je voulais pas être en face à face. Je me suis dit, il va se sentir observé toute la journée. Je voulais pas le déstabiliser tout le temps, donc on était plutôt dos à dos. Et c'est un assistant qui a été, il a été extraordinaire et très. Il était au début, donc forcément, il m'épaulait vraiment. Je l'ai beaucoup formé, il m'a beaucoup aidé. On était une super équipe. Il est parti il y a pas juste avant Covid pour poursuivre des études. Donc on a continué un petit peu ensemble. Et donc quand j'ai voulu après mon premier assistant, quand j'ai voulu recruter ma première collaboratrice, on n'avait pas de place. À un moment, on pouvait être à 2 dans un petit bureau de 10 mètres carrés, mais pas à 3. Donc on a déménagé. Et c'est à ce moment-là où j'ai recruté 2 collaboratrices. Ok. Donc là, vous déménagez, vous en recrutez 2 en même temps. Oui. Ah ouais, carrément. Oui, parce que j'avais envie de. Donc l'idée, c'était moi, au départ, je ne faisais que du droit des affaires. Très vite, je me suis rendu compte que quand on s'installe, on a envie de faire que ce qu'on sait faire. Mais ce qu'on sait faire, on se rend compte aussi qu'on ne sait pas faire grand-chose aussi. On se rend compte de son incompétence qu'il faut combler, donc il faut beaucoup travailler, plus que les premiers dossiers dans une thématique, d'une problématique particulière sont toujours plus difficiles, même si tous les dossiers sont spécifiques et on n'est pas du tout dans une profession où on peut faire du dupliqué, très très loin de là, mais on a quand même plus d'assises quand on est sur une matière qu'on maîtrise totalement. Donc à part le droit des affaires que j'avais, le droit des sociétés du coup, parce que le droit des affaires c'est très large, que je pensais maîtriser, mais il y avait d'autres problématiques. Un chef d'entreprise qu'on suit pendant parce que c'est du régulier en droit des affaires, lorsqu'il a une problématique en droit de la famille, il veut qu'on s'en occupe aussi. Donc, je me suis formée en droit de la famille, je me suis formée en droit pénal, l'idée, c'était le chef d'entreprise, il rentre, il ne sort plus. On répond à tous ses besoins. Voilà. Donc, je me suis entourée de collaborateurs avec des spé qui pourraient répondre aux demandes d'un chef d'entreprise. Donc, typiquement, une de ces 2 collaboratrices que vous avez recrutées quand vous avez changé de locaux,
Il y en a une qui avait un profil droit de la famille. Exactement, famille et pénal, et l'autre droit du travail. Ok. Ouais. Et vous avez pris un profil complètement junior, middle? Non, pas du tout. Les deux middle. Non, d'ailleurs, une confirmée et l'autre middle. Ok. Et ça a été dur de les attirer dans votre cabinet? Honnêtement, non. Oui, alors mais non, parce que c'est un projet. Je pense que je dégage cette. Je suis ambitieuse et c'est vrai que mes collaboratrices, enfin mon équipe, c'est tous ensemble. Moi seule, je sais faire et je sais ce que je sais faire et ce que je peux faire. Enfin, je connais mes limites et les avantages et les inconvénients. Mais donc du coup, si à un moment donné on prend ce risque de croître ensemble, mais c'est tous ensemble. Et donc c'était vraiment un projet dans lequel elles se sont impliquées aussi et heureusement, enfin, elles ont cru en moi, au projet et ça s'est bien passé. Ouais. Et donc, quand vous en avez parlé à vos clients sur le droit des affaires, sur les problématiques de droit des affaires, ils vous ont suivi. Enfin, je veux dire, quand il y en a qui avaient des soucis avec leur époux ou avec leur épouse et ils vont dire Totalement. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ça qui s'est passé. Exactement, totalement. Et c'est avant de développer une compétence, je m'entoure d'abord de compétences avant de dire à nos clients qu'on intervient aussi j'imagine qu'il y a un besoin, j'imagine que je peux répondre à ce besoin, mais pour répondre à ce besoin, je m'entoure d'abord de moyens humains. Et j'attends jamais d'être débordée. Et donc, quand on avait 3 collaborateurs, aujourd'hui on est une équipe de 4, donc on est à 2 collaborateurs et moi. Donc même mes recrutements étaient un chouïa était anticipé en fait. Jamais attendu d'être sous l'eau, de ne pas réussir à répondre, d'être sous les délais, enfin d'être totalement sous le stress, de ne pas réussir à gérer. Et du coup, c'est là où on peut faire des erreurs, où on peut. Parce qu'on prend le premier profil qui vient. Exactement. Et du coup, on accumule du retard. Client pas content, on perd en réactivité. Ça a été parce que la réactivité a été est une de nos qualités. Parce que le chef d'entreprise ou même pas. Enfin, parce qu'aujourd'hui, on intervient aussi en droit de la famille, en droit des étrangers. Enfin, la problématique est une problématique actuelle. Quand le client il nous appelle, c'est pas pour qu'on. Enfin, en général, il peut pas attendre. Enfin, ou il ne veut pas attendre une semaine pour une réponse. Enfin, il a besoin le relationnel, est très très important. Et je mets vraiment l'accent dessus. Donc, on est disponible. Oui. On accuse toujours réception. Même si on ne peut pas répondre dans la foulée, on accuse réception et on donne des délais. On dit on va revenir vers vous dans 2 jours, 3 jours, semaine prochaine, 15 jours. Mais on revient vers eux. Donc ça, c'est très important pour moi. Donc vous dites, vous anticipez ce côté un peu clé de voûte du chef d'entreprise dans ses problèmes et d'entreprise et personnels. Donc il y a ce recrutement d'une avocate avec un profil pénal famille, une autre avec un profil droit social. Tout à fait. Ça s'est bien passé ? Très bien. Ouais. Très bien. Elles sont encore là aujourd'hui ? Une est partie parce qu'elle s'est installée à son compte. J'ai toujours respecté et je respecterai toujours les caractéristiques de la profession libérale. Je ne peux pas concevoir que, enfin, je pense que mes anciennes collaboratrices vous le diront. Je ne peux que les encourager. Je serais malhonnête d'essayer de brider ça, de garder. Enfin, c'est l'essence même de la profession. On doit être animé. Forcément, à un moment donné, on est animé par ça. Donc, si on peut le faire, il faut le faire. Donc, je les ai toujours encouragées. Elles sont parties pour s'établir à leur compte. Et il a été question que vous vous associez ? Pas encore, je l'espère. J'espère intégrer des collaborateurs, mais par des exemple, collaboratrices. Avec celles qui sont passées ? Pas à cette époque. Donc, c'était il y a 2 ans environ. Non, pas. C'était. Vous aviez envie de rester à la tête du navire ? C'était pas la même vision ? Non, je pense que c'était pas le moment et parce que on était encore trop au début de notre activité et donc
endosser un risque seul, oui, mais un gros risque. Mais du coup, non, j'étais pas aussi sereine en fait. Ouais. Voilà. Donc je pense pas que c'était trop tôt. Ouais. Et donc elles partent, elles s'installent. Vous recrutez donc d'autres collaborateurs. Oui, bien sûr. Pour, Oui, ça n'a jamais été en même temps. Enfin, on a depuis 3 ans maintenant. 3 ans, on fonctionne toujours avec trois avocats. Ouais. Et en ce moment, qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu moins? Alors aujourd'hui, on est à la taille extraordinaire, c'est juste parfait. On a une super synergie au sein de notre équipe. Et aujourd'hui, je n'ai plus cette ambition d'avoir un cabinet avec 15 collaborateurs. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Envie d'une qualité de vie qui on ne peut pas. Enfin, j'ai un cabinet. On a énormément de clients à Saint-Dié, c'est à peu près à 1h30 d'ici. L'idée, c'est de s'établir encore cette année à Mulhouse. Donc, élargir le secteur géographique, oui. Mais en interne, les problématiques, plus on est nombreux, j'aime ma profession, j'aime mon métier. Je me suis souvent décrite comme accessoirement avocate. Je suis chef d'entreprise avant tout, mais je ne veux pas faire que du management. Et plus, pas seul en fait. On peut être, 10 collaborateurs, mais avec 2-3 associés, oui peut-être, mais pas moi toute seule. J'avais un volet management beaucoup trop important et donc ça m'éloignait de la profession et j'aime ma profession, j'aime la profession. Vous aviez envie de garder les mains dans l'opérationnel et dans les livrables, quoi. Exactement. Donc c'est important pour moi tout à fait. C'est important pour moi aujourd'hui d'avoir cette jouissance intellectuelle, de pouvoir encore rédiger des actes, de mettre en pratique une technicité, c'est encore très important et j'aime ça. Mais du coup, plus on est nombreux, on a la pression du chiffre aussi, la pression de faut rentrer des dossiers et on rentre des dossiers on devient moins select. Et surtout, c'était période Covid et ça, aucune visibilité, peur que tout s'effondre et donc parce que on a des responsabilités. Je suis pas seule. Enfin, quand on a une équipe, ce sont des responsabilités qui sont différentes. Moi, je peux me serrer la ceinture, mais c'est pas. Enfin, on peut pas l'imposer, surtout pas. Ils n'ont pas à subir les conséquences d'une situation compliquée. Donc presque peur de ne pas réussir, de devoir avoir suffisamment de dossiers, mais du coup des dossiers peut-être moins sélects. Et donc ça a duré même pas un petit mois. Je me dis non, c'est pas ce que je veux. Donc le Covid a été assez déterminant dans cette évolution de votre projet personnel. Totalement. Aujourd'hui, donc j'arrive à me prendre. Je me dégage du temps. Du coup, je suis très active dans les assos, mais je me dégage du temps pour d'autres qui sont toujours en lien avec le droit, mais qui ne sont pas, qui ne concernent pas le fonctionnement pur du cabinet aujourd'hui. Et je suis très heureuse de le faire. Et je n'ai pas envie de bousculer cette tranquillité qu'on a aujourd'hui. Vous avez un rapport, j'ai l'impression, très fluide. J'ai l'impression que vous avez à la fois des idées, des objectifs qui sont très clairement établis, et à la fois des objectifs très clairement établis de façon très flexible. C'est-à-dire que ça vous fait pas du tout peur de changer de projet professionnel et de vous dire là, aujourd'hui, mon objectif, c'est ça. Et peut-être que dans 6 mois, mon objectif, ce sera complètement différent. Mais en fait, peu importe, là, j'avance dans cette direction et puis ensuite, on verra. Totalement. Mon rêve est d'avoir un restaurant. Ouais. Donc, je suis une passionnée de la vie, passionnée par tout ce que je peux entreprendre, tout ce que je peux. J'ai besoin d'être à fond dans ce que je fais. Et donc, effectivement, je peux. Aujourd'hui, si on avait eu l'occasion d'échanger il y a 2 ans, j'aurais pas du tout porté ce discours. Je veux dire, j'ai un grand cabinet.
cabinet, 15 collaborateurs et dupliquer ce schéma. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, surtout pas bousculer le fonctionnement actuel. On arrive à, enfin, on a une très très bonne synergie et c'est quelque chose de précieux et de pouvoir, moi, du coup, personne ne fait des heures sup de dingue, tout le monde peut partir, tout le monde a une vie en dehors, on n'est pas, enfin, personne n'est oppressé dans ce cabinet et c'est très important pour moi. On arrive à s'organiser. S'il faut faire du télétravail, ben on fait du télétravail. Ah bah toi tu peux pas venir, ne viens pas, c'est pas grave. Enfin, c'est un fonctionnement qui est juste idyllique. Donc j'ai surtout pas envie. Vous avez trouvé votre écosystème totalement, mais de constitué. manière extraordinaire. Tout le monde est très investi, mais sans crouler sous cet investissement où du coup le samedi dimanche moi je viens, mais les collaborateurs n'ont pas besoin. Parce qu'avant non plus, ils n'avaient pas besoin, mais du coup, quand on a une forme de pression, et qu'on a une conscience professionnelle, on a envie d'avancer sur des choses. Et aujourd'hui, c'est pas du tout. Je veux dire, on prend des cours de yoga ensemble une fois par semaine entre midi et 2. Enfin, c'est juste génial. Donc ça, non, je veux surtout pas bousculer ça. Et vous disiez tout à l'heure que donc vous avez des investissements en dehors de votre cabinet. Quels sont ces investissements ? Alors on a créé déjà je fais partie de plusieurs conseils d'administration, notamment Crésus, donc qui accompagne les personnes en situation de surendettement. Je suis active dans des clubs business, donc notamment Bouge ta boîte, Akel, qui est un groupe d'experts où on accompagne des porteurs de projets, donc toujours en rapport, mais tout ça c'est le volet hors fonctionnement cabinet et d'autres groupes de chefs d'entreprise, mais surtout je suis comme je l'ai dit, je suis enseignante et j'adore les étudiants et je me nourris et c'est ce que je dis chaque année à mes étudiants. Ils pensent que moi je suis en train de leur apprendre des choses, mais moi j'apprends énormément d'eux. Donc on a créé J'avais énormément de demandes de stage et malheureusement, je ne pouvais pas répondre de manière, positivement à tous ces étudiants. Et un soir, j'ai eu un mail une candidature d'une étudiante qui était très touchante et malheureusement, on était au complet. J'avais pas de place pour l'accueillir parce que sinon vraiment je l'aurais fait. Et je me suis dit mais c'est tellement injuste si elle avait postulé une semaine avant ou 10 jours avant ou Qu'est-ce qui vous a touché dans son message ? Sa volonté, son envie, et je me suis dit mais mince, elle a envie. Et on peut pas. Elle m'avait indiqué que c'était qu'elle avait postulé à je ne sais combien de cabinets. Et moi, pareil, quand j'étais étudiante, j'ai retrouvé un dossier de candidature de stage d'observation. Il y avait 50 lettres de motivation, pour trouver un stage d'observation. Donc c'est très difficile, et j'en suis consciente. Et là, je me suis dit, moi, j'étais pas du tout issue, d'une famille issue de la profession, donc pas les contacts nécessaires pour dire est-ce que tu peux prendre ma fille, mon fils, pas cette facilité-là pour intégrer même un stage d'observation. Et donc là, je me suis dit, je vais inviter, on va reprendre tous les CV qu'on a eus ces 3 derniers mois, on va tous les convier à une organisation d'étudiants en droit, on va échanger avec eux, je peux pas peut-être leur offrir un stage, mais par contre, je vais mettre en place limite un système de roulement de stagiaires. Je me suis dit, on va ouvrir des sessions où on va accueillir plusieurs stagiaires, leur permettre de travailler en équipe avec des niveaux différents, donc L1, L2, L3, L4, pas L4, n'importe quoi, Master 1, et leur permettre déjà de se connaître, de se rencontrer, parce que le networking est très très important, et de travailler comme des groupes de travail en fait. Et donc on a réalisé cette organisation, c'était extraordinaire. Ça s'appelle comment, ça existe encore ? On l'a fait qu'une fois, et ensuite par contre de ça est né un café juridique. Ouais. Donc depuis ça fait 5 mois depuis janvier, tous les 15 jours on se retrouve avec des étudiants en droit
et on débat sur des thèmes juridiques, donc déterminés à l'avance, sur des... Vous faites ça où ? Ici au cabinet. Ici ? Ah oui, donc c'est vraiment un espace de vie. Donc on a plein d'étudiants un peu partout comme ça. Et donc c'est juste qui viennent et on parle de. En général, ce sont des thèmes. Alors ça peut être, on peut commenter une décision récente qui est en lien avec l'actualité, ou plutôt des thèmes concernant les libertés fondamentales. Donc voilà, donc qui peuvent intéresser tout le monde. Et pour moi, l'exercice le plus difficile, c'est de ne pas parler, d'être modérateur, de pas dispenser un cours finalement. Donc c'est de justement eux leur permettre de prendre la parole et d'échanger sur le terrain strictement juridique, sans sans rentrer dans le politique, sans rentrer dans la philosophie. Exactement. Et ça, c'est un vrai exercice pour tout le monde. Et de ce café juridique est née une association. On l'a immatriculé tout récemment. On n'a pas encore. mais trop bien. Ouais, c'est trop génial. Qu'on a appelé la marmite du bonheur. La marmite du bonheur. Exactement. En plus. On pouvait difficilement imaginer un meilleur nom. Donc je suis très 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 heureuse et émue parce que tous les étudiants ont répondu présent, parce que le fait de débattre sur des problématiques de liberté fondamentale, à un moment donné, je pense que quand on est juriste et que le droit, on est animé par le droit, on est des idéalistes au fond, on a envie de changer le monde et on a envie d'être dans l'action. Et donc du coup, pour sortir de ce côté où on débat juste, mais on peut se sentir encore plus utile et d'être sur le terrain, on a créé cette association donc qui a pour objet de lutter contre les discriminations, donc qui est composée d'étudiants, et donc c'est trop génial. Et parce que aujourd'hui vous semblez hyper animé par le droit, par la technique juridique, et même le rôle de l'avocat dans la cité, le fait de prendre parole pour les libertés fondamentales, enfin des grandes thématiques qui rassemblent beaucoup de professionnels de cette profession. Et pourtant vous venez pas de là. Enfin, j'ai pas l'impression que votre parcours vient de là, quoi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'est levé avec cette espèce de profonde valeur de justice et qui s'est dit je serai cet avocat défenseur des droits. Et c'est venu vraiment vous avez enfilé la robe et elle a déteint sur vous presque plus que vous avez été chercher cette robe parce que ça correspondait à qui vous étiez, quoi. La profession m'a trouvé. C'est ce que je dis, j'ai pas choisi la profession m'a choisi. Effectivement, je n'ai pas une belle histoire à raconter. J'ai pas été victime d'une forme d'injustice et j'ai pas une histoire dramatique qui m'a poussée à. Mais je pense que ça fait partie de ma personnalité, en fait. J'ai, même au sein de ma famille, j'ai une forme de loyauté d'esprit, de justesse d'esprit qui, j'ai toujours eu une capacité à prendre de la hauteur sur des situations, et même personnelles, familiales, amicales, essayer de prendre cette hauteur et d'être juste. Alors, je ne sais pas si ce qui est juste pour moi, je ne sais pas si c'est juste pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai toujours fait cet effort dans ma vie privée même, cet effort d'essayer d'être juste et objectif. Donc ça fait partie de ma personnalité. Et donc cette marmite du bonheur, vous venez juste de l'immatriculer. Oui. L'objectif, c'est de... Vous allez continuer les cafés juridiques, oui, tout à fait. On continue les cafés juridiques parce que les cafés juridiques, donc ça me permet de rassembler plus de personnes. Là, la marmite du bonheur, on est totalement dans l'opérationnel. On est en train d'essayer de concevoir le site internet, enfin réfléchir à comment on va le concevoir. L'idée, c'est que le timing, c'est qu'octobre de cette année, on puisse organiser un événement pour le lancement et la communication de cette association. Et donc d'ici là, on est en pleine préparation, le site internet, la communication, les demandes de subventions, comment on fait, parce qu'on ne sait pas non plus, on apprend tous ensemble. Donc on a créé des départements entre les membres fondateurs, donc certains qui s'occupent du financement, d'autres dans le fond, comment on va parce qu'il y a un volet visibilité.
et quelles vont être nos actions. Donc on a des idées, on prend à tâche, et donc du coup ça nous permet aussi de former les étudiants parce qu'ils se forment aussi. Ils ont assisté à des formations de comment on gère une association, et ça leur permettrait, ce que je leur dis. On réfléchit par exemple sur le site internet. Moi, quand je me suis établie à mon compte, quand j'ai dû travailler sur mon site internet, mais c'est un exercice, c'est un réel exercice, et ça prend du temps, et il faut avoir les idées claires donc pour eux c'est une expérience. Je sais pas s'ils en sont. S'ils se rendent compte des compétences qu'ils sont en train d'acquérir Totalement. à travers ce projet. Exactement. Je pense pas, parce que moi-même je m'en rendais pas compte quand je travaillais avec mon PDG, quand j'étais conseiller en gestion de pattes, et qui envoyait 100 mails par jour, et de pouvoir travailler sous une certaine pression. J'ai acquis des compétences dont je ne me rendais pas compte. Donc je pense qu'ils s'en rendent pas compte, mais c'est ce que je me suis dit. À minima dans ce projet, on aura apporté quelque chose à ce groupe-là. C'est le strict minimum, et c'est déjà beaucoup. En termes d'opération, ce que vous souhaitez faire, c'est plutôt du lobbying, plutôt vraiment venir en aide individuellement à des personnes qui sont en situation de discrimination. Comment vous voyez un peu les choses ? L'idée, c'est qu'on intervienne et en amont, donc c'est-à-dire sur la prévention, donc l'information, parce que vouloir lutter contre les discriminations, c'est une chose. Encore être conscient qu'on est victime d'une discrimination, c'est encore autre chose. Donc pouvoir informer, donc déjà sur la prévention, de transmettre l'information, peut-être établir des congrès ou des conférences, en faisant intervenir des professionnels qui vont pouvoir informer sur les droits et comment on fait. Le process en soi, et ensuite être aussi dans l'opérationnel, et du coup d'accompagner même sur le volet du coup juridique, le contentieux si nécessaire, les victimes, avec tout un accompagnement. On est en discussion avec des professionnels psychologues, des professionnels, des coachs qui peuvent accompagner aussi, parce qu'il y a tout un volet, on a le volet juridique, mais il y a un côté social et psychologique qui est très important. Donc on a des professionnels qui seraient intéressés pour rejoindre cette association, pour accompagner ces personnes. Et le fait de faire ça sur le thème de la discrimination, ça a été pour une raison particulière ? Pas particulièrement, non, pas particulièrement. C'était une demande des étudiants. Des étudiants, oui. Des étudiants qui voulaient travailler sur la discrimination. Parce qu'on a beaucoup débattu sur les libertés fondamentales, et on sait, et c'est pour ça qu'on a appelé l'association la marmite du bonheur. Le bonheur ne peut être atteint que si l'on respecte toutes les libertés fondamentales. Et donc le respect des libertés fondamentales est primordial pour un monde en paix, et pour être heureux, épanoui, et donc je pense que c'est le fait d'avoir débattu sur des problématiques liées aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme, à proprement parler, qui a conduit. Et c'est une thématique qui rassemble beaucoup de personnes, finalement. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes donc vous dites vous êtes vous plus 2 collaborateurs. Vous avez encore un assistant. Oui. Ouais. Il y a d'autres personnes dans le cabinet ? Non, c'est ça l'écosystème. Exactement. Tous les étudiants qui viennent ici toutes les 2 semaines pour débattre des libertés fondamentales. Oui, et je mets à disposition. Enfin, c'est vraiment devenu un centre de vie. Enfin, il y a une autre association avec laquelle on collabore qui s'appelle Teslab, et qui accompagne des jeunes vers à développer les soft skills, donc des compétences qui sont autres que des compétences techniques finalement, et donc qui ont déjà pu se retrouver ici pour des formations, des ateliers. Enfin, l'idée, c'est vraiment, on a déjà organisé, bon, du coup, c'est sur mon métier, mais des ateliers d'information concernant des thématiques très particulières en droit des affaires. Enfin, l'idée, c'est vraiment, on a un espace qui est assez agréable, et de réussir faire un espace de vie, et un espace où plusieurs personnes peuvent se nourrir. Vous disiez tout à l'heure que avec le fait de la perspective de grossir, de monter en charge, de monter en équipe et tout, il y avait aussi une envie que vous n'aviez pas de peut-être d'être moins sélectif sur les dossiers que vous preniez, et peut-être sur les clients aussi, etc. Quel est votre aujourd'hui, est-ce qu'il y a des types d'opérations que vous faites pas ? Est-ce qu'il y a des et lesquelles donc ?
Totalement. Ou des types de clients que vous prenez pas je dois être en phase avec mon client. Mes clients me ressemblent. Aujourd'hui, personnellement, je suis à un stade de ma vie où je suis totalement cohérente avec moi-même. Et c'est très important. Je suis transparente et cohérente avec moi-même. J'ai besoin aujourd'hui d'être en phase avec mes clients aussi. Peu importe la procédure. Donc, ça peut être en droit des affaires, en droit de la famille, j'en sais rien, un exemple, un chef d'entreprise qui va jouer sur sa REM pour payer moins de pension alimentaire alors qu'il a une REM, ça, je prends pas. Je peux pas. J'exerce. J'ai le luxe, je l'ai toujours fait, mais encore plus aujourd'hui, j'ai le luxe d'exercer avec mes valeurs. Qu'on adhère ou non, mais ce sont mes valeurs, mes principes. Donc je n'accepte pas de dossiers avec lesquels je ne suis pas en phase. Pas parce que je ne me sens pas capable de le faire, en fait, tout simplement, parce que je vais pas bien. Tout le monde a le droit à une défense, et heureusement, je suis juriste et je suis totalement en phase aussi avec cette idée. Mais pour assurer une bonne défense, il faut être en phase. Et si je suis pas en phase, moi, je peux pas faire. Je sais pas faire. Je peux peut-être faire semblant, mais je suis pas convaincue. Donc, je ne vais certainement pas être convaincante. Et je pense qu'il y a des confrères qui le feront beaucoup mieux que moi. Donc, les clients ne s'en rendent pas souvent compte, mais c'est une manière de leur rendre service. C'est vrai que c'est souvent mal perçu. Ils le prennent comment quand vous leur dites, écoutez, en fait, ça, je vais pas faire. Ouais. Bon, je dis pas toujours ce que je pense de manière très brutale, hein, mais oui, non, en général, pas très bien. C'est pas très bien. Bon, après, le client a le choix de l'avocat, mais il faut pas oublier que l'avocat a le choix aussi de son client. Et quels sont vos... Alors, mis à part, qui n'est pas un projet mineur, ce projet d'association, la Marmite du Bonheur, qu'est-ce que vous avez d'autre comme projet ? Mon rêve, je vous l'ai dit, c'est d'avoir un restaurant. Donc rien à voir, mais j'adorerais avoir un restaurant. J'adorerais accueillir. J'aime les belles tables, donc mon rêve, c'est d'avoir un restaurant. Je pense que si je n'avais pas exercé cette profession, je sais pas, j'aurais peut-être été chef, j'en sais rien. J'adore cuisiner. Ma mère vous dirait que je cuisine une fois tous les 6 mois, ce qui est vrai. Et quand je cuisine, j'adore. Voilà, j'adore. C'est une activité. Et c'est bon. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est quoi votre recette de prédilection ? J'adore cuisiner avec ce que j'ai dans le frigo. Voilà. Donc je suis nulle à ça. Voilà. Moi, donc j'ai pas de recette de prédilection. J'ai énormément d'imagination. Donc et dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée, j'ai toujours été une rêveuse. Et donc et je crois en mes rêves, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc du coup, ça fonctionne. Je crois en mon rêve que ce qu'il y a dans mon frigo va devenir quelque chose de bon. Et franchement, ça marche. Franchement, ça marche. Donc, et dans l'exercice de ma profession, c'est pareil. Quand je me suis installée tout à l'heure, vous me posez la question comment j'ai fait. Est-ce que j'ai démarché des experts comptables directement ? J'ai pas démarché des experts comptables, mais j'avais démarché. Moi, je suis d'origine, je suis française, mais je suis d'origine turque. Donc j'avais démarché étudiante, je crois que j'étais en master si je dis pas de bêtises, ou en 3e année de droit. J'avais écrit un super beau courrier au consulat de la République de Turquie en disant je suis une étudiante en droit toute mignonne, tout plein, qui a envie de faire quelque chose, aider les personnes qui ont peut-être du mal à s'exprimer, enfin j'en sais rien, j'avais envie de me sentir un peu utile, de pouvoir faire quelque chose. J'ai jamais eu de réponse. Par contre, j'ai jamais eu de réponse. Par contre, donc quand je me suis établie, à peu près 1 an et demi après, j'ai été démarchée par le consulat. Aujourd'hui, je dispense des permanences au sein du consulat tous les mercredis, donc qui est pris en charge du coup c'est un service qui est donné à leurs citoyens. Et donc, je savais qu'un jour j'allais pouvoir être utile au sein de personnes auprès de personnes qui sont dans le besoin. Pareil pour Crésus, pour les procédures pour les personnes en surendettement, situation de surendettement. Il y a des situations qui sont très dramatiques. Et donc
j'ai démarché ces institutions en fait, et même si au départ ça ne marche pas, mais quand on y croit, je pense que j'ai enfoncé des portes en fait. J'ai pas juste toqué, j'ai pas juste dit je suis là, je suis allée. Et donc vous y êtes allé, vous y êtes retourné et retourné jusqu'à ce qu'on vous ouvre une porte. Exactement. Parce que c'est pas la même chose d'un moment envoyer un message et ça donne pas de réponse, mais bon. Ah non, j'ai pas abandonné. Entre le moment où j'avais envoyé mon courrier et le jour où j'ai rencontré le consul général, j'ai d'abord rencontré, j'ai essayé de rencontrer la personne à l'accueil. Ensuite, une autre personne qui avait un peu plus de responsabilité, un fonctionnaire. Ensuite, un vice-consul et nana et toute une mise en scène, vraiment l'idée, toute une toile j'ai tissé la toile pour arriver à mon objectif. Et c'est pour ça que je dis, j'ai pas juste toqué aux portes. Des fois, je les ai vulgairement enfoncées. J'y ai cru et je l'ai fait. Vous me parliez de cette toile que vous tissez et vous disiez voilà, j'ai pas juste toqué aux portes, je les ai vraiment, quitte à dire les choses vulgairement enfoncées. Oui, totalement. Je pense que quand c'est très cliché, mais j'y crois. Enfin, quand on se donne les moyens, j'ai pas, ni de par mon cursus universitaire, ni de par, le réseau dans lequel je baigne. Tout est possible en fait. Oui, des fois c'est plus difficile. Oui, des fois ça prend plus de temps, mais ça marche. Ça peut pas ne pas marcher. J'ai des collaboratrices, j'ai une de mes collaboratrices notamment qui était senior, bien plus âgée que moi et qui au moment donc elle a quitté la région. Elle m'a dit au départ, je me demandais comment vous aviez réussi en fait. C'était assez surprenant. Je suis plutôt jeune, d'avoir réussi à exercer avec cette équipe. Elle me dit mais depuis que je travaille avec vous, j'ai compris. Vous travaillez énormément. Vraiment, il n'y a pas de mystère. J'ai beaucoup travaillé. Je travaille toujours beaucoup, sans doute, mais j'aime ce que je fais. Je me rends compte que je suis fatiguée quand je monte dans ma voiture. Je me dis il est 2h du mat, oui. Je suis peut-être fatiguée. Mais quand je suis 2h du mat quand même. Mais le nombre. Alors quand je sous-louais justement dans une zone à l'espace européen avec mon premier assistant quand on était dos à dos, voilà. Le soir tard là-bas, donc c'était une zone industrielle avec beaucoup de bureaux, mais donc après 19h, 20h, il n'y avait plus personne. Et donc il y avait des squatteurs, donc des jeunes qui venaient fumer de la chicha sur les parkings. Et j'ai une des consoeurs avec qui donc on partageait le même palier. Elle m'a dit mais t'as pas peur du reste tard, t'as pas peur, il y a des squatteurs. J'ai dit mais les squatteurs ils partent avant moi. Le temps que moi je quitte les bureaux, il y avait déjà plus personne sur les bureaux. Donc oui, je travaille encore, je pense beaucoup, mais j'aime ce que je fais. Ouais. C'est quoi vos horaires aujourd'hui? Oh yeah. Ça c'est l'accent alsacien. Oh yeah. Non, j'ai pas vraiment de. Non, je veux pas. Je veux pas des. Oh non, ouais, non, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Ouais. Je travaille vraiment beaucoup. Et je préfère pas dégoûter. Non, mais je sais pas. Je suis persuadée. Je vous coupe la parole. Je suis persuadée que c'est une profession qu'il ne faut exercer que si on est passionné. C'est un métier de passion. C'est parce que je suis pas. Moi à la base, mon surnom dans la famille, c'était plus jeune, c'était la tortue. Je suis quelqu'un de peace and love. Je suis vraiment. On peut être hyper peace and love et très travailleur. Je vois pas le rapport. Effectivement, voilà. Donc j'étais comme ça, mais donc du coup, quand on aime ce qu'on fait, on voit pas les heures passer. C'est pas. Et comment vous gérez parce que vous travaillez énormément, j'imagine. Vous avez dit tout à l'heure que vous attendiez pas la même chose de vos collaborateurs. Oui. En termes de rythme, en termes de tout ça. Comment vous gérez cette différence? Parce qu'il y a quand même beaucoup de mimétisme et d'exemples. Mm-hmm. C'est difficile quand on est collaborateur, quand on voit son patron, entre guillemets, qui bosse jusqu'à pas d'heure tous les soirs, etc. C'est difficile de se dire à 19h, j'ai été bien efficace aujourd'hui, mais maintenant je rentre, il est temps, et puis ciao, continue à travailler, ok, vas-y. Mais comment vous gérez, comment vous arrivez à
à inculquer ce sens que cette culture de votre cabinet où à la fois vous travaillez beaucoup, mais vous voulez que les gens se sentent libres d'exercer de manière très libérale, avec de l'espace, etc. Comment vous gérez ça ? J'ai réussi, et c'est pour ça que je ne veux surtout pas changer cet écosystème. J'ai réussi maintenant, et c'est pour ça que je disais mes anciennes collaboratrices avec qui on était, et j'ai jamais rien demandé, mais elles venaient, parce qu'on me voyait travailler, donc forcément, et qu'on a une bonne entente, on disait oui, enfin, qu'on a une conscience professionnelle, on dit la pauvre, elle est sous l'eau, elle part à 2h du mat, elle revient à 6h. Enfin, j'avais des collaboratrices qui venaient le week-end, et c'est quelque chose avec lequel j'étais hyper mal à l'aise. Enfin, et donc aujourd'hui, mon équipe, je pense que j'ai réussi à leur faire comprendre, et c'est très important pour moi pour qu'ils se sentent bien. Moi, c'est un choix de vie, c'est mon choix. Aujourd'hui, si j'ai décidé de travailler de cette manière, d'avoir un cabinet de cette ampleur, de travailler avec cette équipe, c'est mon choix, c'est ma responsabilité, c'est pas la leur. À part extrême urgence, un référé heure à heure qui tombe et qu'il faut, enfin, c'est très rare. Et finalement, enfin, c'est pas, ils rentrent, mais je sais que je peux compter sur eux. Je les appelle jamais. Enfin, vous pouvez pas les interroger, mais enfin me dire, je sais pas si une des collaboratrices doit un problème de garde et qu'elle doit rester à la maison et qu'elle va me dire, vous pouvez m'appeler si jamais. Je vais pas l'appeler parce que si c'est pas, enfin. Je sais respecter la vie privée des gens. Donc, ce que je comprends, c'est que ça a été dur que ça n'a pas forcément fonctionné avec vos anciennes collaboratrices, parce que, elles vous voyaient faire ça, et donc, par mimétisme, quoi, Totalement. Mais que là, avec l'écosystème actuel, avec vos collaborateurs actuels, vous avez réussi. Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que j'ai mis encore plus de choses en place parce que moi, je me suis rendu compte que j'étais mal à l'aise avec le fait que mes collaboratrices travaillaient aussi tard, qu'on rentrait tard ensemble. Enfin, c'était une pression complémentaire pour moi. C'était pas, ça me soulageait pas. Au contraire, moi, si j'ai envie de rester jusqu'à 2h du mat ici et je vais bosser comme j'ai envie de bosser tranquillement, parce que j'ai envie de bosser tranquillement, parce qu'il y a personne, parce que j'ai pas je me sens moins, j'ai moins de pression. Parce que c'est mon choix et que je ne l'impose à personne et que c'est moi qui assume mes responsabilités, que d'entraîner toute une équipe dans ça. Enfin, quand on a recruté. D'accord. Donc vous avez l'impression que ce qui a changé, c'est que avant vous mettiez peut-être plus de pression pour qu'il y ait plus de travail, et que aujourd'hui vous avez réussi. Enfin que. J'ai pas les mêmes objectifs. Okay. Je pense que je sais pas si je mettais la pression directement, peut-être, enfin, j'espère pas, en tout cas, j'ai tout fait pour ne pas le faire, mais si je l'ai fait indirectement, je pense que c'était plus parce qu'on me voyait travailler, effectivement, enfin, je travaillais toujours beaucoup et vu j'ai toujours eu de très bonnes relations avec toutes les personnes avec qui j'ai collaboré, oui, par mimétisme, elles restaient ou ils restaient, ils étaient là, mais comme je l'étais aussi, enfin, c'était d'une réciprocité. En fait, c'est ça qui me questionne. Peut-être que je pose mal mes questions, mais comme j'ai l'impression que vous travaillez toujours autant, mais d'un autre côté, vous observez que aujourd'hui, vous avez réussi à décorréler votre charge de travail de celle que vos collaborateurs se sentent responsables de faire. Mais pourtant, vous travaillez toujours autant, donc le mimétisme, entre guillemets, pourrait être exactement le même. Donc je me questionne sur la culture. Comment vous avez réussi à changer la culture pour qu'ils se sentent libres de ne pas avoir la même pression en termes de quantité de travail. Moi, j'ai eu une grosse réflexion et j'ai été accompagnée parce qu'avant, on est encore une famille, mais avant, on exerçait vraiment comme une famille et c'était mon cabinet, c'était limite chez moi et on était une famille. Aujourd'hui, j'ai été accompagnée, j'ai été coachée. Lors du recrutement de Terek, je lui ai demandé s'il avait une vie sociale et que c'était important qu'il en ait une, en fait, qu'il ait une vie en dehors du cabinet. Genre, j'oublierai jamais son. Il m'a dit, vous avez une vie sociale. C'était pas pour lui dire, on préfère que vous en ayez pas. C'était bien au contraire, on veut que vous ayez une vie en dehors et une vie équilibrée presque à l'extérieur du cabinet. Donc je mets l'accent dessus. J'ai posé des mots dessus. On fait plus régulièrement, on fait des réunions mensuelles avec mon équipe.
je mets en place des choses concrètes aujourd'hui, pour qu'on se sente bien et que on est sous l'eau, on prend pas, on fait pas des petits déj ensemble, ou on prend pas des cours de yoga ensemble juste pour faire joli. C'est important pour moi qu'ils se sentent bien ici, mais pas oppressés par une pression. Donc peut-être parce que j'ai réussi à poser des mots dessus, que j'ai réussi à être très franche, et peut-être parce que peut-être je suis plus professionnelle qu'avant. Au départ, j'étais moi, quand un collaborateur ou une collaboratrice ou quand il y a quelque chose qui ne me plaisait pas, ou qui n'allait pas, même je me bouffais 15 jours pour peur de blesser, peur de dire quelque chose j'ai toujours eu énormément de mal à. Je refuse d'être la police dans mon cabinet. C'est pas du tout mon envie et peur de. Alors que c'est pas bien. Quand il y a des choses à améliorer, faut le dire tout simplement. Et une fois, quand c'est dit, c'est amélioré. Et c'est beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus professionnelle que je ne l'étais avant. Avant, c'était vraiment plus une relation presque familiale. On avait cette proximité. Il y avait presque trop d'affect. Beaucoup trop. Et vous avez évoqué que vous vous êtes fait coacher. C'était sur ce sujet spécifiquement que vous êtes venu, que vous avez cherché une coach. Tout à fait. Un coach, pardon. Tout à fait. C'était sur ce sujet-là parce que j'avais besoin trop d'affect, beaucoup trop d'affect. Tout était, c'est un poids pour moi. Tout était difficile en fait lorsqu'il fallait, j'en sais rien. Une assistante qui avait voulu être très sympa, qui avait voulu ranger mon bordel dans mon bureau et qui avait mis plein de bibelots au bord de la fenêtre, que j'aime pas du tout ça, que j'aime les choses épurées, vous l'avez vu, et que pendant un mois je n'ai pas touché parce que je voulais pas lui dire que ça ne me plaisait pas. Mais un mois je me dis non mais c'est pas possible, je peux pas. Et c'est des choses, c'est des toutes petites choses. C'est ces détails du quotidien qui en fait sont la réalité des relations humaines dans une entreprise et sont ce qui fait vriller ou pas une relation, quoi. Donc, exactement. Des choses très simples, mais cumulées, ou des fois, j'en sais rien, on voit une petite erreur sur un pied de page, je le corrige moi et je le dis pas, parce que je me dis, c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave, mais 25 fois, c'est pas. On le dit une fois et c'est réglé. En soi, j'avais du mal avec ce côté management professionnel, en fait. Et vous en avez été satisfaite de votre coach ? Oui, je pense, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on fonctionne de manière plus professionnelle. Tout se passe toujours très bien, on est proche, mais en même temps, on n'est pas. Vous le ou la recommandez ? Oui, totalement. Il ou elle s'appelle comment ? Elle, Sabrina. Sabrina. Ok, très bien. Vous me donnerez. Ça peut inspirer nos auditeurs. Totalement. Dans leur démarche. Je vous embête pas plus. Quelle est votre dernière joie ? Oh, ma dernière joie. Comme ça. Oh, mais je me définis comme quelqu'un d'heureuse. Donc ma dernière joie, j'en sais rien. Je suis toujours plutôt joyeuse. Je sais pas. Je suis aujourd'hui de vous avoir. Je suis heureuse d'avoir pu partager mon expérience. J'espère inspirer des personnes ou pas, mais en tout cas moi je le vis et tout ce que je le vis pleinement. Donc je suis joyeuse tout le temps. J'essaye de l'être. En tout cas, je m'obstine à l'être. Voilà. Je m'obstine à être joyeuse. Oui. C'est très joli. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de libre interprétation. Un grand cœur. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!